super réveillon, j'en ai profité pour faire 2 petits tweets, puisqu'on est dans la logique des social data et des réseaux sociaux. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur la création de valeur par l'usage des réseaux sociaux. Donc comment les organisations, qu'elles soient privées, gouvernementales, les PME, les startups, les grands groupes, peuvent utiliser les réseaux sociaux pour créer de la valeur. L'enjeu, c'est quoi de la valeur? Comment on définit ce qui a de la valeur? Et donc on voit qu'il y a des référents qui sont avant tout des référents culturels. Avant d'être des référents business, ils sont surtout culturels. Et ce que je vais vous expliquer, sans prétention aucune, c'est ce que je vous dis au quotidien, où j'ai ma structure depuis 2011. On m'a dit que j'étais trop vieux, trop cher. Cher, je savais, vieux, je ne savais pas, à 45 ans. Du coup, j'ai créé ma structure d'accompagnement pour le développement international, pour des grands groupes ou des PME, pour faire des joint ventures un peu partout sur la planète. Donc à Shenzhen, Shanghai, Tokyo, Boston, Londres, toutes ces petites choses. Et j'appartiens à un réseau qui est le réseau des conseillers du commerce extérieur. Donc c'est bénévole, c'est communautaire, bénévole, c'est nommé par décret ministériel, et c'est des mandats de 3 ans pour aider la politique à l'export du gouvernement et l'attractivité du territoire français. Un peu des soucis en ce moment sur l'attractivité, mais on arrive toujours à franchir les obstacles. Donc c'est un réseau de 4000 dirigeants d'entreprises, 4000 patrons d'entreprises françaises qui sont sur 140 pays. Dans ce réseau, je suis président TIC Économie numérique. Donc j'essaye de fédérer des travaux de cette veille active de patrons de boîte. Donc quand vous voulez ouvrir une structure à l'étranger, vous allez voir l'administration française qui fait très bien son travail, l'ambassadeur, le poste d'expansion économique, les agences françaises qui peuvent vous aider à l'international, et vous avez sur place un patron de boîte française qui va vous dire ça c'est la vision macro, ça c'est la vision politique, et puis ça c'est la vision business, comment je défends mon steak. Sur 140 pays, c'est un réseau assez magique et assez fabuleux. Et donc on définit des thèmes chaque année qui transversent sur ces 140 pays, amènent une veille en temps réel. Donc tous les matins, j'ai sur des sujets bien spécifiques, une veille qui vient de Hong Kong, la veille de Boston et le lendemain de Londres. Les sujets sur lesquels on a pu travailler, le premier d'entre eux, c'était les réseaux sociaux. Après, ça a été tout ce qui touche à la cybersécurité. Il y a 3 ans, c'était sur tout ce qui touchait à la blockchain. Et maintenant, on est sur le quantum computing. Donc tous les matins, j'ai ce que font les acteurs locaux, les grands acteurs locaux, et c'est de ça que se nourrit cette présentation. Je vais essayer de vous donner un petit panorama. Alors, première image, c'est vraiment bien comprendre que c'est une course. Et cette course, elle est planétaire. Et notamment avec les technologies qu'on a aujourd'hui qui permettent, en tant que start-up, en tant que PME, en tant que grand groupe, d'avoir un positionnement international de facto. Toute l'histoire des entreprises jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment de se défendre sur son marché local, d'avoir une structure solide sur le marché local pendant 7, 8, 10 ans, pour après se lancer à l'international. Aujourd'hui, ici, Station F, vous avez des startups qui sont capables de mettre une proposition de valeur qui fait sens, qui est pertinente, qui arrive à capter une demande sur des marchés internationaux. Donc il y a des prérequis, mais c'est la spécificité dans laquelle on est. Et cette course à l'international, il y a vraiment 3 grands blocs. C'est nourri d'anecdotes, c'est nourri d'analyses scientifiques. J'ai le plaisir d'être maître de conférence à l'Institut Mines Télécom, donc j'ai une analyse qui peut être poussée très rationnellement sur le scientifique, avec certaines publications de rang A que j'ai eu le plaisir de faire. Mais ce à quoi j'ai pu me confronter très vite, c'est des paradigmes culturels. On a un paradigme, on a un prisme par lequel on regarde les données. Et quand on fait cette course à la data, parce que derrière c'est ce qu'il faut capturer, c'est être capable de fournir, de capturer, de designer, de faire un concept de données qu'on veut capter, qu'on veut traiter, et qu'on veut mettre en œuvre pour gagner cette course à l'international. Il y a des grands blocs régionaux où j'avais un exemple où j'ai perdu mon téléphone à Hong Kong. Donc j'ai pris un taxi, je monte dans le taxi, je discutais avec le mec, j'ai dit où je veux aller, et à l'arrivée, je n'avais pas de dollars hongkongais, j'avais du RMB. Et donc il voulait me pratiquer un taux de change de 1 à 1, alors que le RMB est beaucoup plus fort. On commence à discuter, on s'engueule, et manque de bol, je laisse mon téléphone dans le taxi, je sors du taxi, je me rends compte, même pas 10 secondes après, que j'avais laissé mon téléphone dans le taxi. Et j'avais une délégation à Hong Kong de 40 patrons de boîtes françaises, pardon, 25 patrons de boîtes internationales et pas françaises, 25 patrons de boîtes internationales,
que j'emmenais pour faire une learning expedition à Hong Kong. Donc on avait tout un tracé. Et là, je paume mon téléphone. Alors, grand sourire de l'ensemble des patrons de cette délégation. Et je vais donc au service de l'hôtel pour dire je veux le Lost and Found. C'est un service qui existe à Hong Kong pour que tous les taxis de Hong Kong soient avertis qu'il y a un téléphone, un objet perdu dans un des taxis en temps réel. Donc ça devait faire 1 minute 30 à 2 minutes que j'avais perdu mon téléphone. Donc il y avait de grandes chances qu'il soit encore dans le taxi. On fait l'appel Lost and Found, tous les taxis sont irradiés, pas de réponse. Donc au bout d'un quart d'heure, toujours le sourire qui grandissait chez mes collègues patrons de boîte que j'emmenais faire un roadshow, et je leur ai expliqué qu'il y a ce paradigme culturel de la data. Alors lequel est-il? Moi, je vous en parler après. Et là, je lui dis, bah, écoutez, c'est pas grave, on va les manger. Alors tout le monde me stupéfait, mais non, il faut aller voir la police, il faut le dire maintenant. Non, on va les manger, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Donc on prend le temps de manger, 2 heures après, on revient, c'est vers 11 heures du soir. Là, je vais à la police, et je me fais accompagner d'un traducteur. Je dis, voilà le numéro de taxi, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi. Il appelle le taxi, ça ne répond pas. Je le vois pianoter sur son truc, la traductrice à côté de moi me l'explique. Il appelle le taxi à nouveau, ça ne répond toujours pas. Pianote, va chercher les données, il appelle la mère du chauffeur de taxi. Et là, la mère du chauffeur de taxi hurle à la mort, mon fils, c'est pas possible, il n'a pas fait ça. Toujours traduit en temps réel. Il raccroche, 1 minute 30 après, le chauffeur de taxi appelle. 8 minutes après, le téléphone était revenu directement au poste de police. 12 minutes après, j'avais mon téléphone. 20 minutes après, j'étais avec les 25 studios en disant, voilà, vous voyez, ça a marché. Pourquoi? Parce que le chauffeur de taxi, il touche à un bien commun, qui est tous les touristes qui viennent à Hong Kong, ils ont un téléphone. Le policier a eu le droit d'avoir accès à des données, qui sont les données certes du chauffeur de taxi, qui sont professionnels, mais aussi des données personnelles. Et il a appelé la merde du chauffeur de taxi parce qu'il avait accès à eux. C'est surréaliste en France, on ne verrait jamais ça. Là, ils ont trouvé que c'était un intérêt collectif, que moi, en tant que touriste, si je perds mon téléphone, le mieux, c'est que je le retrouve pour éviter le bad word. Ce paradigme culturel, c'est que la donnée, en Asie, elle a un intérêt, elle a une raison d'être, que si elle sert un intérêt collectif. La donnée chez nous, en France, et notamment pas en France, mais en Europe, c'est que la donnée, elle sert les intérêts personnels. La protection des données personnelles, c'est devenu quelque chose de très poussé dans l'analyse, dans tous les comportements, et on ne peut pas supporter 2 secondes que ce ne soit pas d'abord mes données personnelles qui soient prises. Le troisième paradigme culturel, il est nord-américain. Les données n'ont de raison d'être que si on peut faire de l'argent avec. Donald Trump, quand il est arrivé, il a expliqué aux opérateurs telco que ça suffisait. Il avait eu suffisamment de soutien de la part de l'État américain, suffisamment de taxes prélevées auprès du taxpayer, et que maintenant il devait faire de l'argent avec ces données-là. Ces 3 paradigmes sont vraiment en confrontation. On ne comprend pas très bien pourquoi, partout quand on arrive en Chine, il y a une reconnaissance faciale qui est faite à tous les points d'entrée de la ville, que ce soit en métro, que ce soit en avion, que ce soit en bus. Il y a une reconnaissance faciale. Parce que cette reconnaissance faciale permet d'identifier tout de suite si vous êtes un danger ou une menace pour la communauté. A l'inverse, les données personnelles ici, c'est quelque chose de fondamental, historique, ça s'explique très bien. Et quand on a cette course qui se met en place, là vous avez 27 pays avec 27 législations, et enfin la RGPD qui, elle, unifie l'ensemble. Et dans cette course, il y a 100 mètres à courir, et à chaque fois que vous faites 10 mètres dans un bassin européen, vous sortez de l'eau, vous vérifiez que tous les batteries sont bien remplies, vous rentrez dans l'eau, vous refaites 10 mètres. Alors que dans les autres blocs, ils font les 100 mètres d'un coup, et c'est une image, hein, ils arrivent à faire des choses assez sympathiques. Alors, à tel point qu'aujourd'hui, on connaît tous les GAFAMI. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, c'est du lourd. Bon, ils ont juste perdu à peu près 200 milliards sur le mois d'octobre en valorisation. Mais à côté, on connaît très peu les BATS. Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi. Et c'est des gens qui sont assez violents dans leur comportement. Parce qu'eux, ils ont le paradigme dont je parlais, où la donnée n'a de sens que si elle sert à protéger la communauté. Mon chauffeur de taxi, qui s'est fait choper parce que quand il y a eu le premier appel Lost and Found, il n'a pas dit qu'il avait le téléphone. Quand le policier a appelé sa mère, c'est des données personnelles qu'ils sont allés chercher. Je veux dire, ici, il faut une autorisation du procureur de la République, et encore, et que j'ai tué quelqu'un pour y avoir accès. Et encore. Sauf que ça, appliqué à la bonne centaine de téléphones qui est perdu par jour à Hong Kong, ça donne un sentiment de sécurité ou de défiance vis-à-vis du pays dans lequel on est. Et juste donner un ordre de grandeur sur un des acteurs, c'est Alibaba.
Alors, qui connaît Alibaba? Qui a déjà entendu parler? Tous? Bravo. Qu'est-ce qui vous a fait prendre connaissance d'Alibaba? Au hasard? Qu'est-ce qui fait que vous connaissiez Alibaba? Je suis Lyon dans Star News. D'accord. Petite, C'est un acteur qui est capable de faire en un seul jour 30 milliards de dollars de volume d'affaires. C'est des seuils de systèmes d'information qui sont franchis, dont on a du mal à comprendre l'exécution. C'est plusieurs millions de commandes à la seconde. C'est le premier émetteur de crédit au monde. Parce que derrière, il y a tout un univers avec Alibaba, AliExpress, Alipay. Et tous les acteurs américains confondus pendant le Boxing Day, tous, donc là c'est un seul acteur qui fait 30 milliards, tous les autres font 6 à 8 milliards. Là, dans le dernier score, c'est 8 milliards. Mais c'est à des années-lumière parce que c'est un acteur. La chaîne logistique qui est derrière est hallucinante. Les moyens de paiement n'ont rien à voir. 60% de 800 milliards de dollars est fait par Alibaba sur le marché. 60% de 800 milliards. La consommation e-commerce française, elle est autour des 100 milliards. Pardon. Elle est autour des... Vous avez une idée? 100 milliards. La consommation britannique, qui est un pays qui fait à peu près la même taille que la nôtre, et même, ils boivent plus de thé que nous, hein, c'est toute la différence qu'ils peuvent avoir. C'est 200 milliards. Donc il y a un rapport de 1 à 2. Qu'est-ce qui explique ce rapport de 1 à 2? L'appétence aux produits digitaux, on verra tout à l'heure. Ici, on a toutes les marques qui sont sur ces Google. Toutes les marques achètent des pages sur Facebook, malgré toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir de, justement, de protection des données personnelles. Encore une fois, ça n'a de sens dans le paradigme culturel américain, anglo-saxon, que de faire de l'argent avec. Bon, la portabilité des données, c'est quelque chose qui est déjà bien investi par la RGPD. On peut télécharger ces données, on peut décider, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent dans la portabilité de ces données pour vous permettre à vous, citoyens, de vendre vos données. Mais à qui vous l'avez choisi? Là, chez eux, les données, elles circulent. Et vous allez voir que dans le domaine social, il se passe des choses qu'on n'a pas forcément compris. Mais ce sur quoi je veux insister dans ces 30 milliards que fait Alibaba en un seul jour, c'est qu'il y a à peu près 45%, 50% de sa clientèle qui est non bancarisée. Donc il y a à peu près 7 milliards d'individus dans la planète, il y en a 3 milliards qui sont non bancarisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à une carte de crédit, qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas le droit de vendre, qu'ils n'ont pas le droit d'acheter, qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Ce que fait Alibaba, c'est qu'il a un score de risque, qui lui est social. Ils permettent à des entrepreneurs de concevoir des produits et de les vendre. Et ceux qui vont acheter, lui, il n'est pas forcément bancarisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas un compte bancaire, il n'a pas un score de risque. Je travaillais dans la finance pendant 20 ans. Hein. Important. Un score de risque, c'est ce qui fait que vous avez une carte bancaire que vous pouvez acheter. Un score de risque, c'est qu'on sait, depuis les années 2010, à 100% de chance, 2 ans à l'avance, si vous allez divorcer. On ne vous le dit pas que vous allez divorcer, dans le mode occidental. On vous prévient que vous avez du capital, que vous avez certains projets à protéger pour vos enfants. Et on va vous vendre des produits financiers qui sont associés. C'est un père qui va découvrir que sa fille aux États-Unis est enceinte à l'âge de 16 ans parce qu'il n'arrête pas de recevoir des produits du supermarché du coin qui sont liés à des enfants. Ça, c'est de la modélisation prédictive, d'analyse de données, dont on ne vous dit pas qu'on les a. Les Chinois, ils ne cachent rien. Ils pompent tout, ils savent exactement ce que vous faites, mais ils vous le disent. Alors, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Hein. C'est juste que c'est des forces en présence qui agissent l'une contre l'autre. Alors, on va prendre le modèle américain que vous connaissez bien. Ça, c'est un événement majeur. Parce que l'état de l'art, c'est important. Quand on veut comprendre des technologies, quand on veut comprendre des usages, l'état de l'art, c'est fondamental. Sauf que malheureusement, trop souvent, quand on parle de l'état de l'art dans un pays, on a souvent l'attitude de regarder son nombril. De dire, oh, je suis le plus beau du monde. L'état de l'art, c'est être capable de différencier des technologies et des usages à travers la planète. C'est là où j'ai une chance inouïe, et ce que je veux partager avec vous, c'est que j'ai 140 pays en temps réel qui me nourrissent de ces usages-là. Et dans la durée, ça fait 7 mandats de 3 ans, donc 20 ans, que j'utilise ce réseau pour faire des benchmarks et pour comprendre les différences des usages. Là, vous avez un des éléments majeurs de la planète qui est le CES, Consumer Electronics Show. J'ai eu le plaisir de gagner 2 fois le prix d'innovation en 2014 et en 2015 du CES de Las Vegas. Du coup, j'ai des relations un peu privilégiées avec Gary Shapiro, qui fait le CES, qui est le CEO du CES, et Don Hobson, qui fait la même chose, mais ça s'appelle le CES gouvernement. C'est-à-dire comment on vend des technologies au gouvernement américain, FBI, CIA, Department of Justice, Department of Defense. Quand je leur ramène une start-up française qui
travaillent non pas sur l'IoT, non pas sur l'intelligence artificielle, non pas sur la blockchain, mais sur la cybersécurité, qui vont taper dans le dark web pour leur montrer qu'il y a 3 aéroports américains dont toutes les données de sécurité, toutes les données d'architecture, toutes les données du positionnement des caméras est disponible dans le dark web. Je vous garantis que le directeur général de la division du FBI en charge du numérique, il est intéressé par la prestation de cette boîte-là. Donc c'est un peu ce qu'on fait, c'est d'aider les entreprises françaises à bouger dessus. Là, vous avez les buzzwords, tous les mots qui sont prélevés sur les réseaux sociaux pendant un événement qui est planétaire, qui s'appelle le CES de Las Vegas. C'est important parce qu'il y a plus de couverture média au CES de Las Vegas qu'aux Jeux Olympiques. Les médias sont là pour faire caisse de résonance. Alors c'est utilisé par plein d'acteurs, notamment politiques, notamment médiatiques, mais au fond, même au niveau des technologies, ça vient rythmer toute l'année sur quels sont les nouveaux usages, quelles sont les nouvelles technologies qui sont mises à disposition sur le marché dès janvier. À tel point qu'aujourd'hui, les manufacturiers automobiles tels que Mercedes, la première fois qu'ils lancent sa voiture autonome, c'est en 2016, au salon de Las Vegas, il met Gary Shapiro dans la voiture, et la voiture arrive sur le stage, arrive sur la plateforme, devant les médias mondiaux. Donc c'est une caisse de résonance, et il y a une petite hiérarchie. Donc c'est des mots-clés qu'on voit de plus en plus, réalité virtuelle ou réalité augmentée. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec Vivatech. Ça, c'est d'envergure planétaire. Ça, pour l'instant, ça dépasse l'envergure française, heureusement, ça a pris un peu de temps, mais on y arrive, on rentre dans une envergure un peu européenne. Mais c'est sans commune mesure, parce que là, les startups qui vont au CS de Las Vegas, elles lèvent $1 milliard en une semaine. Toutes les startups qui y vont, on ajoute tout ça, en temps réel, la décision est prise d'investir. Et ça va jusqu'à 1 milliard. On n'en est pas encore à ce score sur Vivatech. Mais on a espoir. Alors, les 3 premiers, je vais juste passer très vite, parce que c'est ces infrastructures qui servent de colonne vertébrale à la création de données, à la conception des données, à la diffusion de ces données et au traitement de ces données. En gros, il y a des promesses. Et on dit, ben voilà, si vous investissez, toutes les études le montrent depuis pas mal d'années maintenant, et là c'est BI Intelligence, mais il n'y a pas un grand cabinet d'études qui n'a pas montré qu'en gros, il fallait investir 6 trilliards pour obtenir un retour sur l'investissement, des métriques très anglo-saxons, ça, de pratiquement 12 trilliards. Bon, c'est des trilliards, c'est des 1000 milliards de dollars. Et comment ça se répartit? Il y a une partie qui est, on développe du nouveau chiffre d'affaires, mais aussi on rationalise les coûts. On rationalise un maximum la structure de coûts dans chacune des industries, que ce soit la santé ou autre. Et on fait circuler ces données sur les réseaux sociaux. Alors ces données, ça c'est en ordre de grandeur, vous voyez la taille de la bulle correspond à la position relative des données dans lesquelles on va avoir lieu, on va être amené à se confronter, et on voit qu'il y a de plus en plus de cloud. La partie claire, c'est la partie en cloud. Donc on va de plus en plus sur ce média-là, de créer des données via les capteurs. Les capteurs sont de plus en plus petits, on est dans la nanotechnologie, on va mettre sur du textile, on dit en anglais des embedded sensors, des capteurs qui sont enchâssés dans du textile, dans la fibre du textile, pas dans la veste, dans le textile, dans la fibre elle-même. Alors, pourquoi je vous parle de blockchain aussi? C'est parce qu'on parle beaucoup d'Internet des objets, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais un des éléments du moteur de tout ça qui décuple l'usage de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, c'est la blockchain. Et là, ça vous donne un exemple de combien de blockchains il peut y avoir en Chine. On a beaucoup parlé de la Chine comme étant un pays qui bloque l'usage des blockchains. C'est l'inverse. Certes, sur le Bitcoin, et ça s'explique, ils ont eu des postures très radicales sur le Bitcoin parce qu'ils avaient vécu avant dans le social commerce, les développements dès les années 2000. La raison d'être du e-commerce chinois, c'est de permettre à des non bancarisés d'acheter ou de vendre des produits. Donc les réseaux sociaux, les premiers réseaux sociaux qui sont constitués, c'est des réseaux sociaux de pièces détachées pour voitures d'occasion. Quand on fait 600 € de salaire, parce qu'on est cadre, par mois en Chine, on ne va pas acheter une voiture à 10 000 $. En plus, les voitures sont très taxées en Chine. Par contre, on va acheter une voiture, la Honda Civic 1975. Quand on a acheté la Honda Civic 1975, on a besoin des freins de la Honda Civic 1975. Donc tous les réseaux sociaux, à la base, en Chine, j'avais un wagon, grâce au travail que j'ai pu faire à la Sorbonne, en Master 2 et puis plein d'autres, j'avais un wagon de 10 étudiants chinois par an. Et j'ai pu leur demander de faire des travaux de recherche. C'est du C2C d'avant. C'est 80% du e-commerce chinois qui vient du C2C, par ces dynamiques de réseaux sociaux, de pièces détachées, qu'on met à disposition sur les réseaux sociaux et qui vont faire qu'on a un score de risque.
Et aujourd'hui, dans la blockchain, vous voyez, il y a plein de catégories sur le hardware, sur le computing. Mais la première catégorie où il y a le plus de blockchain, parce qu'il y a le gouvernement chinois a défini des free trade zones, des zones qu'on aménage, des regulatory sandbox, donc des bacs à sable réglementaires, dans lesquels on peut créer des sociétés telles que la blockchain, telles que Huawei. Huawei est détenu à 99% par ses salariés. C'est interdit par la loi en Chine, sauf Shenzhen, où est le siège social de Huawei. Alors, une autre dynamique très très forte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la modélisation prédictive dans le domaine financier qu'on utilise depuis pas mal d'années, en gros depuis les années 60, avec le marketing et toute l'exploitation des données qu'on peut faire. En fin de compte, la Chine a mis en place un score de risque social. Aujourd'hui, quand un Chinois utilise son téléphone et qu'il a une app qui s'appelle AliExpress, ou Tencent avec WeChat et WeChat Pay. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, WeChat Pay, c'est Tencent, c'est un réseau social dans lequel il y a une méga apps qui fait tout. Bonjour papa, maman, démarrer le micro-ondes, comment je fais un microcrédit, comment je fais un emprunt. Que je sois bancarisé ou pas, c'est pas le sujet, c'est pas un problème. Et c'est à peu près 1 milliard d'utilisateurs uniques mensuels. C'est juste, en termes de volume d'affaires, 60 fois ce que font tous les Américains. D'usage du téléphone mobile pour transiger, faire une transaction. C'est la base du CRM, hein, CRM, Customer Relationship Management. 1 milliard. Je ne dis pas le data lake. La taille du lac dans lequel on met des données, dans lequel on analyse des comportements. L'innovation, elle ne se fait plus sur les données structurées. Vous allez le voir après. L'innovation, elle se fait sur les données non structurées. L'innovation sur les données structurées, elle est tout simplement incrémentale. Les vraies innovations de rupture, elles sont dans les données non structurées. Alors, la France, j'ai quand même une slide, je termine en 2 secondes. On est la Startup Nation. C'est-à-dire qu'on a un positionnement politique, médiatique, pour expliquer à la planète entière que les startups, c'est ici. C'est pas faux. Station F. Quand je vais à Shenzhen, c'est juste 1000 incubateurs, dans lesquels il y a plus de 1000 startups. C'est un ordre de grandeur qu'on n'a pas à l'idée, on ne peut pas imaginer 2 secondes. Donc, il faut pousser, on continue à pousser. C'est mon rôle que d'amener des startups pour présenter ces compétences distinctives au FBI, à la CIA, au département du commerce et de justice. Mais c'est un vrai score. Mais c'est pas mal médiatique. Et dans la blockchain, on se débrouille pas mal aussi, parce que l'exemple de Carrefour, qui illustre toute la chaîne de valeur. Et la blockchain, c'est un réseau social. La blockchain, c'est un réseau social dans lequel il y a un consensus de validation d'une transaction. Alors, je vais terminer là-dessus, c'est sur la cybersécurité. Il y a un cas fabuleux où, dans les années 2008, tous les états-majors de toutes les boîtes qui produisaient de l'acier aux États-Unis a été pillés par des hackers chinois, avec des généraux qui ont poussé les hackers avec des serveurs très bien dispersés géographiquement pour empêcher l'application des textes de loi territoriaux. À tel point que en 2014, il y a eu un jugement. En 2015, il y a eu, par contumace, une condamnation. Mais je présentais ce cas devant le FBI en 2016 et il n'y a toujours pas de condamné. Et vous avez vu les élections. Alors c'est important, la cybersécurité, parce qu'en gros, il faut à peu près 400 jours en moyenne dans le monde pour détecter qu'il y a eu quelqu'un qui a joué avec vos données. En France, on n'est pas trop mauvais, on est juste dans les 260 jours. C'est-à-dire, quelqu'un vous trifouille dans le dos des données des vôtres, sur une échelle que vous n'avez pas idée, et vous le découvrez qu'avec les outils que vous avez enfin disponibles, il est en train de jouer avec vos données. Aux États-Unis, ils sont un peu plus violents. Si l'entreprise ne le dit pas, ça n'empêche pas d'avoir des scandales de 60 millions d'individus qui sont pillés, c'est 160 jours. Et ça, il ne faut pas aller faire du digital avec la fleur au fusil. C'était un peu le message. 3 étapes, je termine, c'est fini. L'innovation et la transformation digitale, c'est 3 grandes étapes pour moi. On peut remplir cette salle de couverture scientifique, du Harvard Business Review, publication, tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a 3 grandes étapes. Là, on prétend, on fait du cosmétique, on met une vitrine et on dit, ben voilà, je suis à la transformation digitale. C'est encore une très grosse vague, elle existe beaucoup. Celle-là, c'est, ben, j'intègre de plus en plus de services en interne dans mon entreprise pour faire du digital. La troisième, elle, c'est les écosystèmes. Et un écosystème, aujourd'hui, on connaît merveilleusement bien l'écosystème français, un peu, beaucoup, pas mal,
le système anglo-saxon et nord-américain, mais très peu l'écosystème chinois. Et les écosystèmes chinois, ils ont leurs vertus, mais ils ont aussi leurs problèmes. Donc, j'espère que pour vous, la logique d'écosystème fonctionne bien. Je laisse mes petits camarades vous expliquer leur partie. Si vous avez des questions, je suis ouvert. J'ai essayé d'être très bref. Merci Gilbert, c'est parfait. On va prendre quelques questions. Je vais tout d'abord, Gilbert, tu peux rester. Oups, c'est pas de question. Tu vas répondre. Oui, tu vas répondre tes aux questions. questions. Voilà, de Charles et de Frédéric qui vont intervenir sur les usages, mais ils ont évidemment leur vision sur les enjeux. Et on prendra une question également dans l'assistance. Charles. Écoute, merci beaucoup Gilbert. Bon, tu fais toujours un peu peur avec tes chiffres là, 1000 fois 1000. Il y a quelques Chinois qui sont venus ici quand même, mais ils nous ont dit qu'ils avaient quand même été assez impressionnés quand même par Station M. Donc il y a quand même un peu d'espoir. Moi j'ai une question sur WeChat. Moi je connais bien le groupe Facebook, je connais bien les Apple, je connais bien ces acteurs-là. On regarde tous par là maintenant, on regarde tous du côté chinois. Qu'est-ce qui nous prépare? Est-ce que tu as des choses, tu vois Facebook a lancé Portal, son enceinte connectée. Sur quoi travaille actuellement WeChat, le prochain coup? Aussi bien WeChat / Tencent que Alibaba, ils travaillent tous sur le cloud. Et sur le cloud, il y a une couche qui arrive, qui est le quantum computing. Aujourd'hui, quand on regarde le cloud, le marché est à peu près 48% pour AWS, Amazon Web Services. Tencent et Alibaba ont des solutions dans le cloud en blockchain depuis plus de 3 ans, 2 ans, 3 ans, dans l'alimentaire, dans les médias. Donc ils utilisent la blockchain. On ne connaît pas la déferlante. J'ai tous les white papers de tous ces acteurs, des BATS. Donc ce qui prépare, c'est une couche supplémentaire dans la blockchain qui est, je pense que vous en parlerez un petit peu peut-être, mais une manière d'avoir un réseau social structuré qui peut être soit privé, soit public. Ce qui prépare tous, c'est une couche de quantum safe. Alors c'est quoi le quantum safe? Google, quand il en parle, il dit, quand j'utilise mes 1 million de serveurs à travers la planète, je fais du computing, je calcule des formules, et quand j'utilise le quantum computing, c'est juste 100 millions de fois plus vite. Pas 10 fois, pas 1000 fois, 100 millions de fois. Donc on va avoir dans les 4 à 5 ans émerger de plus en plus. En France, ça commence à venir. On se bat pour que l'Agence française des notaires explique que ça y est, ils se sont mis à la blockchain. Mais qui trouve inadmissible qu'en France, on n'ait jamais expliqué que le quantum computing, c'était du reverse engineering qui pouvait faire très mal. Donc on va en parler. Donc ils préparent tous, ils ont une couche, dont Alibaba, qui rationalise la consommation électrique du quantum computing. Voilà, ils sont déjà à une étape d'optimisation de la performance. Donc on a des barrières, on les empêche de venir. Ils sont très forts sur l'Allemagne, très forts sur la Grande-Bretagne. On a les barrières en France pour les empêcher d'entrer, mais on va résister comme un village gaulois comme on peut, mais ça va faire mal. Et ils ont leur méta-apps. Si vous avez le temps, regardez WeChat, c'est une méta-app, c'est pas une app. Tout peut être fait dans... J'espère que j'ai répondu à ta question. Super, merci beaucoup. Merci Gilbert. Oui, alors moi justement, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on est très verticaux, on a des gens qui produisent, on a des gens qui commercialisent, on a des gens qui transportent, on a des gens qui financent. On voit bien que justement en Chine, c'est très horizontal. La méta-app, ça, elle fait tout, de bout en bout. Et, donc le crédit à la conso. Donc le crédit à la conso. Et donc et particulièrement, ce que tu as dit, c'est que le scoring, aujourd'hui, il est fait plutôt sur l'aspect social que sur l'aspect purement financier ou comme nous, on peut le faire traditionnellement avec un profil de risque bancaire, etc. J'ai mis une slide là-dessus. D'accord. Et donc ma question, c'est finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est applicable compte tenu justement des différentes barrières à l'entrée, des réglementations, du RGPD qu'on a remis une couche assez épaisse? Est-ce que c'est quelque chose qui peut imaginer transpercer la frontière et finalement voir arriver, parce qu'on a AliExpress, on a Alibaba, mais on n'a pas encore de cette vision complètement intégrée de l'ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous ou... Non, en France, ça ne sera jamais envisageable. En Europe, malheureusement, c'est comme les paradis fiscaux pour l'Irlande dans le contexte européen. C'est qu'il y a toujours un pays qui tire la couverture à soi, qui permet, c'est GAFA et qui permet, c'est BATS. Mais les BATS, on n'en parle pas. Médiatiquement, ça, pour l'instant, c'est pas encore bien identifié, alors que c'est un signal fort. Moi, je l'analyse scientifiquement depuis 3-4 ans. Ils prennent des positions en Europe. L'Italie, l'Espagne, Corte Inglés vient de faire en Espagne un communiqué sur Alibaba.
quoi ils allaient. Donc, on peut résister dans le village gaulois, mais on peut se tirer une balle dans le pied aussi si on ne comprend pas les comportements et les usages. L'enjeu, c'est vraiment comprendre la taille du data lake. Même Villani, quand il a fait, notre député Villani, quand il a fait son rapport sur l'intelligence artificielle, il expliquait que l'enjeu, c'est vraiment le data lake. Parce que c'est ce qui va se permettre d'avoir de plus en plus de données non structurées pour amener de l'innovation disruptive. Très bien. Est-ce que vous avez une question pour Gilbert sur les enjeux? Alors, je vous rassure, je travaille régulièrement avec la DG Trésor, je travaille énormément également avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, on nourrit, notre réseau de bénévoles nourrit les instances administratives françaises et politiques de temps en temps. Mais on est plus dans le fond du sujet au niveau de l'analyse. Voilà. Parfait. Eh bien, merci. Merci de cette occasion. Moi, je vais faire un focus sur quelque chose de pratique dans cette grande sphère de social data. Il y a quelque chose qui est très important, qui est en train d'arriver, qu'on appelle le social messaging. Qu'est-ce que c'est le social messaging? Ce sont tous ces logos que vous connaissez très bien, qui sont à la fois les réseaux sociaux ou des applications de messaging qui permettaient jusqu'ici en masse aux clients, enfin aux gens de se parler entre eux, et vous le faites tous, hein, je pense que vous téléphonez moins. D'ailleurs, ce qui est frappant, par exemple, la station F, on est très très nombreux dans la zone chère, mais le téléphone, il sonne jamais, pratiquement jamais. C'est quand même étonnant. Avouez qu'il y a 10 ans, on vous aurait dit, vous êtes dans un open space avec 2000 personnes, vous vous dites, mon Dieu, il me faut un casque de chantier avec des écouteurs spéciaux. Là, en fait, c'est très feutré. Tout se passe par petits messages. Et en fait, ça a évidemment une implication très importante pour le business, pour justement les data, les données non structurées aussi qu'on peut recueillir. Vous allez voir que ça se développe très très vite. Et en fait, au-delà des réseaux sociaux maintenant, qu'on connaît pour leur contenu, pour leurs posts, pour des mots-clés comme buzz, etc., il y a quelque chose qui est en train de se développer, c'est le transactionnel, le business là-dessus, la relation vraiment de consommateur à entreprise. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ici sur la plaque européenne, on est évidemment dominé par des grands opérateurs américains, mais tout le monde regarde du côté chinois pour comprendre quels vont être les usages, non pas d'après-demain, mais de demain matin plutôt. Donc c'est très étonnant. Donc vous connaissez sans doute une bonne partie de ces logos, mais ça couvre l'ensemble des consommateurs. Tous les consommateurs ont leurs 2-3 applications favorites de ce côté-là. Si vous n'êtes pas convaincu des chiffres et vous n'êtes pas convaincu qu'il se passe quelque chose, je vous montre un peu ce qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que tout le monde entend parler évidemment de ce qui peut se passer sur la partie publique d'un Facebook ou d'un Instagram, mais finalement, on ne voit pas les volumes qui se passent dessous, c'est-à-dire la communication interpersonnelle. Je vais vous raconter une petite anecdote qui, moi, j'ai toujours en tête depuis le début de ma carrière. J'ai commencé en travaillant beaucoup avec ce qu'on appelait France Télécom à l'époque, qui est vite devenu Orange. Et je connaissais bien le directeur de la communication de France Télécom d'alors, et qui me racontait qu'il avait regardé l'histoire de l'opérateur et qu'il avait été très étonné de trouver dans les papiers des années 30 quelque chose qui disait que pour eux, l'avenir, c'était des services du type Allo Théâtre, dans les années 30. Dans les années 30, ils ne voyaient pas que le téléphone allait se développer comme un moyen massif de communication interpersonnelle, où on n'allait pas passer de une personne qui écoute une pièce de théâtre à distance, c'était un des usages innovants des années 30, c'est-à-dire donc on appelle le numéro de téléphone du théâtre et on est capable d'écouter la pièce de théâtre, à des millions de gens, des milliards de gens téléphonent pour un oui ou pour un non à d'autres gens. Ils n'arrivaient pas mentalement à voir ça. Donc là, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui s'est passé alors, en 3-4 ans. C'est fulgurant. Et ça se passe un peu sous la surface. Alors, c'est Monthly Active Users des grandes applications de messaging. Et encore, il n'y en a qu'une seule partie. Ici sont des B. Moi aussi, Gilbert, je fais des gros chiffres. Hein. C'est des milliards. Voilà. Et c'est quand même, on part de zéro. On part de zéro il y a moins de 10 ans. Et maintenant, on utilise ça
200 fois, 300 fois par jour. C'est ça dont on parle. Vous savez que sur les 10 applications qui sont les plus utilisées par les consommateurs, et là pour le coup, il y a une convergence entre les Européens, les Chinois, les Américains, les Indiens, le monde entier, c'est que on est toujours avec ça, on le sort la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi on le sort exactement. C'est comme ceux qui, comme moi, ont fumé avant, on le sort mécaniquement, et puis on regarde 6 fois sur 10 une application de social messaging. On check ses messages, et 200 fois par jour, 300 fois par jour. Voilà. Là-dedans, vous avez évidemment celui qui a explosé, notamment au Moyen-Orient, en Europe du Sud, en Afrique, qui est en train de devenir une sorte de WeChat de ces zones-là. Vous avez Messenger qui est là, donc WhatsApp, Messenger. Là, vous avez le chinois WeChat dont on parlait tout à l'heure, effectivement, 1 milliard. Donc ce sont des chiffres colossaux. Et imaginez derrière qu'il y a l'émergence donc de cette consommation au niveau mondial, qu'il y a de l'interpersonnel, donc un nombre de données mais extraordinaire chaque jour. Sur WhatsApp, on parle de plus de 600 millions de vidéos déjà échangées entre les utilisateurs par jour. Donc vous imaginez qu'avec des algorithmes puissants, ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur tout ce que les gens voient, aiment, peuvent vouloir aimer, prédire, etc. Et alors la question que vous pourriez vous poser, donc c'est est-ce que, bon d'accord, les gens font ça entre eux, mais est-ce que ça a un impact sur la relation entre les entreprises et les consommateurs? Alors en Chine, on le sait, personne ne dirait le contraire. Par contre, on peut un peu se poser la question aux États-Unis, en Europe. Ben, les chiffres commencent à être assez éloquents de ce côté-là. Là, je vous donne simplement l'évolution d'un des canaux, un chiffre auquel on a eu accès. Donc en 2016, il y avait par mois 1 milliard de messages qui étaient échangés juste sur Messenger entre consommateurs et entreprises. Ça a doublé l'année suivante. Et au même mois, au mois de juin 2018, on était passé à 8 milliards x 4. Et là, en fin d'année, on a dépassé les 10. Donc vous voyez que ça suit une tendance exponentielle. Et de la même façon qu'on a une augmentation du nombre d'utilisateurs. En France, ça fait des chiffres aussi, même s'ils sont moins impressionnants que nos amis chinois, quand même intéressants, puisque vous avez par exemple 30 millions de comptes Messenger. J'aime beaucoup cette petite étude là, que publient nos amis de Harris Interactive tous les ans. Je vous conseille de la regarder régulièrement. Chaque année, ils font le point un peu sur les usages de social messaging, donc il y a des choses très intéressantes de ce côté-là. Ça, c'est la FEVAD aussi qui confirme aussi ce mouvement-là. Effectivement, les clients, là c'est sur l'aspect de contact au contact center des entreprises directement, donc une tendance d'accroissement de 15%, alors qu'on commence à noter une baisse lourde des canaux type téléphone, type email. Bon, c'est assez compréhensible hein, parce que c'est pas très pratique sur un téléphone d'avoir une réponse en email à une question simple. Et puis on voit quand même donc une convergence avec les usages chinois qui à mon avis est intéressante. Bon, ben pourquoi est-ce que les clients ils adorent ce type de communication? Alors c'est intéressant parce que finalement ça a l'air évident, vous le faites tous. C'est un peu, vous faites de la prose sans le savoir, un peu les Monsieur Jourdain du messaging, mais en fait c'est quand même un contrat de communication qui est assez différent. C'est asynchrone, c'est-à-dire que j'envoie un message, j'attends pas. Mais de l'autre côté, dans l'entreprise, c'est pareil, il n'y a pas quelqu'un qui doit être là en permanence pour attendre qu'un consommateur précise sa pensée, il prend les messages au fur et à mesure. Donc il n'y a plus d'attente ni de part ni d'autre. Il y a aussi un timing qui est différent, c'est-à-dire que c'est tout au long de la journée. Nous, les clients pour qui on travaille, on voit même s'ils ne sont pas internationaux, qu'il y a un volume permanent, même pendant la nuit, de messages qui est envoyé. C'est-à-dire que le client, mentalement, il déstocke ses problèmes, il déstocke ses envies, il déstocke ses questions, et puis il passe à autre chose. Donc on a une sorte de zéro stock, on pourrait dire presque des questions. Il faut que ça sorte, et ça part. Et puis après, quand l'entreprise me répond, j'ai le sentiment de reconnecter immédiatement au point où je l'avais laissé, et donc un sentiment d'efficacité, un sentiment de plaisir aussi qui est
qui est créé par ça. Il y a autre chose aussi, c'est le côté omnicanal et persistant, c'est-à-dire que je commence à poser une question sur un site web, je le retrouve ensuite sur mon mobile ou sur mon iPad, ça me suit et surtout ça me répond à moi. Ce ne suis pas une adresse IP, là je suis, c'est là on a le lien avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur une application de social messaging, je suis une personne, je ne suis pas une adresse IP ou une statistique. Alors, ça va poser les questions évidemment de RGPD, ça va poser des questions de privacy, mais il y a un échange de valeurs là qui est extraordinaire. Et j'insiste là-dessus sur tout ce qui va se passer en social messaging, c'est que dès qu'une entreprise entame une conversation avec un consommateur, il donne ce qu'il a de plus précieux. Il donne son nom, son identité, un accès à son réseau, quelque chose qui fait vraiment intimement partie de son identité, hein, pas simplement un numéro de téléphone, d'accord ? Pas simplement même une adresse email. Par définition, en social messaging, on est lié à d'autres personnes. Et cette connexion dans ce réseau-là, c'est une composante de l'identité extrêmement précieuse que le client il est prêt à partager à un moment donné si on lui amène du service, si on lui amène quelque chose qui vaille cet échange-là. Alors, on a beaucoup parlé de chatbot, d'automation, d'intelligence artificielle, parce que, bon, comme les chiffres dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est quand même dans le domaine du big data aussi, parce que il faut être branché sur Facebook, sur Instagram, sur WeChat, sur Apple Business Chat, sur SS. Ce sont des flux de données qui tombent en permanence sur nos plateformes, qui sont colossaux. Ce sont des données non structurées, il y a des images, il y a des textes, il y a de la novlangue, il y a des emojis, il y a toutes sortes de choses. Ça se bouscule en permanence. Il y a beaucoup de bruit. Il faut faire un tri en permanence. Donc on est obligé d'utiliser le meilleur de l'automation. C'est pas comme si on avait le choix. Donc c'est vrai que souvent dans les médias on entend parler, ou même dans la presse professionnelle, de pour ou contre ceci, les chatbots, l'IA, etc. Mais en fait, c'est pas une option. C'est clairement pas une option. Si les clients veulent qu'on prenne leurs demandes, positives ou négatives, 24 heures sur 24, qu'on comprenne leur intention, 24 heures sur 24, qu'on se démène pour apporter le meilleur service avec un niveau d'exigence qui croît sans arrêt, c'est pas possible de le faire à la main. C'est juste pas possible. Donc, il est clair qu'il faut utiliser des bots, dans un premier temps, pour faire le tri, et puis après, des chatbots pour essayer de qualifier des demandes quand c'est nécessaire, d'orienter les clients quand c'est nécessaire vers les bons services, etc. De les faire patienter simplement aussi, parce que le client est très exigeant, mais ce qu'on a vu aussi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se calme très vite aussi. Si on montre qu'on est capable, qu'on sait organiser, ça descend très très vite. Et là aussi, je vous ai mis des bouts d'études Médiamétrie et Harris Interactive encore qui ont travaillé dessus l'année dernière. Je trouve que c'est très intéressant. Très très rapidement, le consommateur final, il a mûri sur cette question-là. Il sait qu'il est bizarre, qu'il est paradoxal, il sait qu'il veut deux choses presque antinomiques, quoi. Il veut la super efficacité du self-care, de l'automation, et puis il veut une touche humaine, il veut être considéré comme quelqu'un, il veut être servi comme un client d'une marque de luxe, même si il achète quelque chose qui est beaucoup moins cher ou d'une marque beaucoup moins premium. Très très étonnant. Donc il faut utiliser ça, il l'accepte déjà et il attend qu'il y ait un bon mix qui soit trouvé. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez mis ça, mais enfin tiens, ici on avait parlé de chatbot, et en fait il faut le voir comme... il faut voir les chatbots comme un outil pour aider les humains à être meilleurs à ce qu'ils sont, où ils sont les meilleurs, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire les problèmes complexes, hein, bien sûr. Mais il faut aussi les voir pour des outils qui permettent de trier, parce qu'encore une fois, social data, social messaging, on reçoit des masses de données en permanence, donc il faut, comme on dit en anglais, il faut
cut the noise, il faut faire un triage monstrueux en permanence. Donc les bots peuvent nous aider aussi, simplement en posant des questions en amont aux clients. C'est quoi votre problème? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que ça ne serait pas ça la solution? Enfin, il y a plein de choses. Et pour vous montrer, et alors c'est oui, pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce qu'on travaille beaucoup avec des groupes comme Facebook par exemple, et pendant longtemps c'est une personne extraordinaire qui est venue régulièrement ici, qui s'appelle Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle du groupe Facebook. Là, il a installé un laboratoire à Paris, on peut être fier de ça. Et il nous dit, bon, c'est vrai qu'il y a une très grosse méconnaissance de ce que c'est que cette technologie des chatbots. Alors, soit il y a une école qui s'en fait toute une montagne en se disant, voilà, on est à 2 doigts de créer une machine qui est capable de passer le fameux test de Turing. Vous connaissez le test de Turing? Non? Alors, c'est marrant parce que l'adresse, vous l'avez vu ici, c'est place Alan Turing, ou parvis Alan Turing. Hein. C'est en hommage à cet Anglais qui a participé au sauvetage du monde libre et puis en même temps qui a créé ce test. Et ce test est censé, en fait, permettre de savoir si une machine est vraiment devenue intelligente. Ben, vous savez quoi? Le test qu'il a inventé, c'est un test conversationnel. Parce que très tôt, il a compris que la conversation, ben, ça n'allait pas être évident. Il y a beaucoup de choses, la plupart des choses qu'une machine est capable de faire, mais faire une conversation humaine, c'est pas simple. Or, effectivement, dans beaucoup de services clients, bah, l'idée c'est d'arriver à faire un mix de services très rapides et de conversations qui semblent humaines. Et il n'y a à ce jour aucune machine n'a réussi à passer ce test de Turing conversationnel. C'est vraiment dialoguer assez longuement avec un homme, pour vous faire court, sans qu'on puisse faire la différence. Et ça, Elisa, c'était le premier chatbot qui avait été créé par Weizenbaum dans les années 60. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est très loin d'arriver à faire aujourd'hui un bot qui soit capable de remplacer un humain. Hein. Voilà. Donc je sais qu'il faut que j'avance vite. Pour refaire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la Chine, je trouve ça très intéressant. Harris Interactive a fait au début de l'année une étude perspective 2028 sur la France et a demandé à un panel représentatif de Français, lui a proposé des scénarios d'usage, des mobiles, des applications de réseaux sociaux, de messaging, etc. Eh bien, devinez quoi? C'est quand même un modèle WeChat qui peut être résumé par une centralisation des fonctionnalités du quotidien dans une ou deux méga apps de social messaging qui a été élu. Donc, convergence de ce côté-là, et il est urgent de se préparer à ça. Et pour vous montrer simplement ce que nous on fait, hein, on va aller chercher dans tous ces points de conversation possibles, que ce soit public et privé, des demandes, des leads, toutes sortes de choses qui doivent être traitées par les entreprises. Aujourd'hui, c'est souvent traité en silo, avec des outils différents. Ça ne permet pas de tout voir. Et on a mis, donc ça pose des problèmes avec des messages qui ne sont pas traités, c'est trop long, il y a des opportunités qu'on ne traite pas. Et nous, on se met là avec un outil qui est donc Alcméon, qui va permettre de tout prendre, de tout redistribuer, avec un mix intelligent qu'on peut construire progressivement avec le client de bots, de chatbots plus ou moins sophistiqués, et surtout en bonne intelligence avec les opérateurs humains, parce que c'est là qu'on va créer la magie, quoi. Voilà, puis je vais en rester là. Très parce bien. Que merci. Le temps file. Merci Charles. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais enchaîner en fait sur un élément qui est assez important. En fait, on a beaucoup parlé social media. Et de plus en plus, en fait, le social media, effectivement, c'est un point d'entrée. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il n'y a plus de canaux. En fait, auparavant, on avait des organisations qui étaient assez verticalisées. On avait des canaux avant-vente, on avait des canaux apporteurs, on avait des canaux de vente, des canaux d'après-vente. Et en fait, le principal problème du social media en général, c'est que ça aplatit tout. Il n'y a plus de relief. Et on a une relation directe, 1 pour 1, avec n'importe qui. Alors effectivement, ça peut être très orienté interpersonnel. Mais en fait, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les gens ont une interaction avec les entreprises, une interaction avec la politique, une interaction avec les organismes qui est en direct et qui est extrêmement crue. Et très souvent d'ailleurs, qui est rendu encore plus cru par le fait que forcément le social media a tendance aussi à simplifier tout. Hein, quand il faut communiquer avec une entreprise en 140 puis 280 caractères ou dans des petits posts, forcément la communication est ultra directe. Et donc du coup, là où avant
On savait à peu près déjà, ne serait-ce que par le canal, finalement, quelle était la première intention d'un consommateur ou d'un utilisateur. Aujourd'hui, les social media, on ne sait pas. Hein, ça peut être une intention d'information, une intention de service après-vente, ça peut être une intention simplement d'exprimer sa frustration ou son contentement. Mais finalement, le problème du social media, c'est que une personne arrive à une relation directe, et comme ça a été rappelé par Charles, c'est une relation qui potentiellement demande une certaine instantanéité. Donc ça aplanit aussi, ou ça aplatit aussi l'échelle de temps. Et donc forcément, un client qui exprime sa frustration sur le service d'une entreprise, il va attendre une réponse de l'entreprise. Et on sait très bien que s'il n'a pas de réponse, il va en remettre une couche. Et en général, son réseau va venir derrière en support en disant c'est pas normal qu'il n'ait pas répondu, et effectivement j'ai eu la même expérience, etc. Donc la vraie problématique, hein, c'est que finalement, cette absence de canaux crée une difficulté extrêmement importante autour de l'usage simplement de la donnée. En fait, quand on considère aujourd'hui une vision client, un client, c'est effectivement un ensemble d'informations, alors c'est assez traditionnel, hein, sur la vente ou sur des informations de SAV qui sont assez traditionnelles, mais c'est tout le reste, parce qu'en fait, quand le client arrive avec une frustration ou une demande d'information, qu'il soit déjà client ou qu'il soit prospect, potentiellement, la réponse qu'on va lui faire va être différente en fonction de son profil personnel, en fonction éventuellement, alors Gilbert l'a rappelé tout à l'heure, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais ça peut le devenir assez rapidement, éventuellement d'un score social. Quelle est sa tendance à la relation dans son réseau, avec les autres, avec les entreprises, éventuellement aussi sa relation simplement avec la société en général. Et puis aussi, quelle est sa propension à éventuellement être un consommateur positif, être un consommateur négatif, être un consommateur extrêmement agressif aussi. Et donc on va avoir un certain nombre de problématiques qui vont se poser, de relations entre finalement le comportement que le client a. Par exemple, vous avez un client qui arrive et qui exprime une opinion de façon assez agressive. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est une communication habituelle? Est-ce que c'est même une communication qui est utilisée pour obtenir plus que ce qu'il aurait normalement obtenu s'il avait une communication normale? Et donc tout ça, en fait, devient une problématique assez importante parce que finalement, toutes ces informations, elles sont diffuses. Il n'y a évidemment pas, quelque part, une information qui dit ce consommateur-là est agressif ou celui-ci est plutôt agréable ou il a un comportement normal ou il a déjà tenté de procéder à une sorte d'extorsion grâce à l'agressivité. Et donc en fait, la problématique, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir une vision finalement du comportement que mon client a avec moi en tant qu'entreprise, éventuellement avec les autres entreprises et puis avec son réseau en général. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette information, je l'ai dit, elle est diffuse. Et Gilbert l'a rappelé, en fait, aujourd'hui, quand une entreprise utilise de l'information, on estime qu'elle utilise moins de 20% de l'information qu'elle a en termes d'organisation et qu'elle utilise sur un espace-temps de moins de 6 mois. Donc en gros, on a toujours une tendance à finalement utiliser l'écume de la donnée et ce qui a déjà été raffiné, travaillé avant, de façon à le faire rentrer dans des systèmes qu'on dit structurés, donc plutôt des systèmes de gestion. Et donc toute cette information elle a déjà été expurgée de justement tous ces éléments environnementaux, toutes ces informations qui donnent la couleur du comportement du consommateur. Aujourd'hui, la donnée c'est 80% non structurée, et or toutes ces données non structurées pour la plupart ne sont pas utilisées. Or dans la donnée structurée, c'est là qu'on trouve justement la relation que l'individu a avec l'ensemble d'un écosystème, que ce soit un écosystème institutionnel, corporate ou personnel. Et puis même à l'intérieur des entreprises, l'information ensuite elle est redisséminée justement dans les canaux. Parce que c'est pas parce que vis-à-vis de l'extérieur il n'y a plus de canaux, que les consommateurs essaient de détruire les canaux, qu'à l'intérieur les canaux n'existent pas. À l'intérieur des entreprises, on a toujours l'avant-vente, la vente, le marketing, le SAV, les produits, la gestion des produits. Donc en fait les canaux existent toujours à l'intérieur des entreprises. Et donc évidemment, la relation qu'on peut essayer de créer entre un produit qui est finalement qui a une description dans un système très structuré, donc avec un ensemble de critères, et puis l'acception ou la vision que peut avoir un client de ce produit-là à l'extérieur, dans l'expression qu'il en a sur un réseau social, on a une interconnexion qui ne se fait pas du tout, parce que forcément, il n'y a aucun élément cohérent. Et puis la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, la notion de donnée, c'est une notion qui est elle aussi diffuse. En fait, une donnée, c'est une information.
D'ailleurs, souvent, j'utilise plus le terme information que données, parce que données, on a plutôt une vision, un élément unitaire. C'est justement quelque chose qui peut être assez structuré. Qu'en fait, l'information, c'est l'information en général. Ça peut être une phrase, ça peut être un sentiment, ça peut être un comportement, ça peut être une réaction, ça peut être le lien aussi, hein, la relation que quelqu'un peut avoir avec une autre personne ou une entreprise, une organisation. Et donc, en fait, quand on commence à s'intéresser justement à la façon dont on va essayer de traiter l'information, on se rend compte qu'en fait, l'information, elle n'a pas de format, elle n'a pas de structure, elle n'a pas de prédictibilité. C'est-à-dire que vous ne savez pas la façon dont une information va vous parvenir. Et peut-être qu'elle va vous parvenir dans un email, elle va peut-être vous parvenir dans un courrier, ou effectivement au travers d'un réseau social où le client va dire le produit, il n'est pas bon parce que... Voilà. Et cette information-là, en fait, il n'y a pas de prédictibilité sur l'information. Et alors en plus, quand vous êtes dans des organisations un peu plus internationales, vous avez des problématiques de langue, des problématiques de traçabilité. L'information vous arrive, mais d'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle vous est arrivée? Est-ce qu'elle est arrivée en direct? Est-ce qu'elle est arrivée par l'intermédiaire d'un réseau? Donc l'exemple typique, c'est quelqu'un qui exprime sa frustration sur un service ou une entreprise, mais qui ne met pas l'entreprise dans son message. Donc en fait, cette information, elle va pouvoir vous arriver soit parce que le message est arrivé dans un flow, alors au travers, par exemple, d'un concentrateur comme un Climéon, mais aussi ça peut être parce qu'elle a été relayée par le réseau de la personne. Et à chaque fois que l'information est relayée par le réseau de la personne, elle prend de l'ampleur. Puisque ça veut dire que, comme effectivement dans le réseau social, tout le monde est connecté, c'est le système friend of a friend. Donc vous avez une personne qui émet un élément négatif, tout son réseau est au courant, et dans son réseau, une autre personne relaie cet événement négatif, et donc les deux réseaux se combinent. Et là, ça se multiplie extrêmement rapidement. Et donc la notion de traçabilité est importante parce que ça permet aussi de déterminer quelle est la bonne réaction. Hein, quand vous avez un bad buzz ou un good buzz d'ailleurs, le dernier exemple de Nike qui était intéressant, c'était un buzz qui était ni bon ni mauvais, parce qu'en fait ça dépendait de la façon dont les personnes le voyaient. Il y avait des gens qui étaient d'accord avec ce que faisait Nike sur sa campagne de pub, il y a des gens qui se mettaient à brûler des chaussures et des t-shirts dans leur jardin. Et donc en fait, là, ce qui est intéressant dans la traçabilité, c'est d'où vient l'information, comment est-ce qu'elle se relaie, parce que évidemment, éventuellement, ça peut être important d'agir pour essayer de bloquer le buzz qui est en train de se répandre à une vitesse, comme une traînée de poudre, à une vitesse grand V dans le réseau social. Et c'est un des principaux problèmes aussi des réseaux sociaux, c'est que la vitesse de dissémination, elle est très largement supérieure en général à la vitesse de réaction. Et donc c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'être à l'écoute et d'être capable de savoir un petit peu d'où vient l'information, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de bad buzz aussi, qui sont des bad buzz, on va dire, provoqués. Il y a des gens qui cherchent à obtenir soit un avantage, soit simplement à détruire un message ou une entreprise, parce que voilà, c'est concordant avec leurs propres intérêts. Et puis après, vous avez un autre problème, mais alors ça, c'est pas spécifique du réseau social, hein, c'est les données en général. Les données se dupliquent. Et dans la duplication, il y a de la duplication traditionnelle, hein, donc ça c'est ce qui se duplique typiquement sur le web. Et puis il y a la duplication qui est provoquée parce que justement, on prend une information A et on la fait rentrer dans un système X. Donc du coup, on lui donne un format, une structure, un contexte. Puis ensuite, on va prendre la même information, on va le mettre dans un autre système et on va du coup la transformer. Donc en fait, c'est la même information au départ, mais elle a été colorée, elle a été adaptée à l'usage qui va en être fait. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et là, on obtient, au bout d'un moment, tellement de duplication qu'on n'est plus très sûr de la qualité, parce qu'en fait, elle a été transformée, donc on ne sait plus trop exactement quelle est la bonne, et surtout, on perd complètement la traçabilité. Donc on n'est plus capable de savoir d'où vient cette information, et finalement, quelle était l'information de base au départ, qui est celle qui normalement devrait être utilisée. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, parce qu'en fait, quand on parle de données ou quand on parle d'informations, en fait, ça peut recouvrir n'importe quel concept. Et il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on va la travailler, parce que, effectivement, si on prend une donnée, qu'on la duplique, qu'on la transforme, qu'on l'agrège avec une autre, au bout d'un moment, peut-être que quelqu'un va venir, alors, dans le RGPD ou dans des résultats financiers, le problème est le même, quelqu'un va arriver, il va dire, c'est très bien ça, mais ça vient d'où ça, cette information? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat-là? Et là, vous allez essayer de décortiquer, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la donnée, finalement, elle avait été dupliquée, elle avait plus de traçabilité, elle avait une qualité qui était moyenne, elle a été agrégée, et finalement, l'explication devient assez compliquée à fournir. Donc ça, c'est un élément. Et surtout aussi, le problème de la donnée, c'est qu'on fait ça parce que justement, les perspectives sont différentes dans la donnée. Quand vous avez une information, vous allez pouvoir avoir une information qui concerne plutôt le côté opérationnel. Donc là, vous êtes dans une logique de stock et de flux, et l'objectif, c'est finalement de faire du commerce, du marketing, de vendre, d'avoir une réaction, mais plutôt dans un mode instantané, temps réel, opérationnel. Et donc, on prend une information
on la traite et on se dit, tiens, bah, cette information, elle est intéressante pour faire du marketing. Ou parce que j'ai quelqu'un qui a exprimé un souhait ou qui a posé une question sur mon produit, donc je vais pouvoir lui vendre quelque chose. Et donc je vais prendre cette information et je vais la faire entrer dans un vertical, marketing, commerce ou pré-vente, peu importe. Donc je vais lui donner une coloration. Et puis de la même façon, bah, je vais avoir plutôt dans une vision de stock, je vais essayer d'améliorer la performance. Donc je sais que mon SAV est un peu faible ou que l'image que je renvoie sur le réseau, les réseaux sociaux est un peu faible. Donc je vais m'intéresser non plus à des données unitaires, mais à des données agrégées. Et donc là on revient, on s'approche un peu du big data. On va se dire, tiens, ben, dans une catégorie sociale, dans une catégorie de revenus, dans une catégorie géographique, dans une catégorie de consommation, une catégorie d'âge, etc., comment se comportent finalement mes consommateurs et quelle est la relation que j'ai avec mes consommateurs à un instant T. Donc là, je vais prendre un peu les mêmes informations, puis je vais aller les agréger pour essayer plutôt de créer des modèles, d'améliorer mon organisation, d'améliorer mes processus. Donc je vais leur donner une couleur qui va me permettre de répondre à la question. Et puis de la même façon, au niveau de la direction, je vais avoir un peu les mêmes informations, mais à une visée différente. Plutôt comment se comportent mes ventes, comment se comportent mes segments, comment je me benchmark par rapport à la concurrence. Et en fait, la problématique, c'est que là, traditionnellement, quand on fait ça, bah, la donnée qui est ici, en fait, on la déplace, on la duplique, et on va venir justement l'agréger, lui donner une coloration. Et la donnée de base, elle va disparaître. D'une manière ou d'une autre, en général, elle finit par disparaître. Et donc tout le patrimoine en fait, d'informations qu'on avait au départ est altéré par ces différents usages. Donc en fait, l'approche qui est intéressante, c'est de se dire finalement, une donnée, c'est une donnée, quelle que soit sa source. Et là, on peut avoir des choses, comme j'ai dit, très structurées, des choses très non structurées, peu importe en fait. Hein. Ce qu'il faut arriver à considérer, c'est qu'une information, c'est une information, une donnée, c'est une donnée. Et le format, la structure, c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est le contexte, c'est la provenance, c'est la qualité, c'est la traçabilité. Mais finalement, ce sur quoi on travaille énormément aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on travaille essentiellement sur des données structurées et qu'on ne s'intéresse pas aux données non structurées, c'est parce qu'on ne sait pas les gérer. Je vous donne juste un tout petit exemple. J'ai rencontré un laboratoire pharmaceutique il y a quelques temps, et donc on discute de ça, et il me dit oui, mais moi j'utilise pas de données non structurées, j'utilise que la donnée structurée. Je dis mais quand vous faites une analyse de médicaments, vous publiez des centaines de pages de rapports écrits en langage naturel pour expliquer les effets, les interactions, etc. Donc vous devez bien l'utiliser. Il me dit oui, mais ça je le prends, je le mets dans des systèmes structurés. Donc c'est-à-dire que sur un rapport de 200 pages, il va extraire peut-être 500 informations, qu'il va les mettre dans des cases, et tout le reste, ça part à la poubelle. Donc en fait, il n'utilise pas de données non structurées parce qu'il ne sait pas le faire. Et donc il a trouvé un biais qui est de transformer et de sortir de leur contexte des informations pour les mettre dans un système où là, il est à l'aise, il sait le gérer, etc. Ce qui fait qu'en fait, toute la richesse qui était contenue dans ces rapports disparaît de son patrimoine, et donc en fait, il est évacué. Et donc la problématique, c'est de se dire, une donnée, elle arrive, elle est structurée, eh bien elle est structurée, et par contre, sa structure peut évoluer. Elle n'a pas de structure, c'est pas grave. On est capable, il faut être capable de l'ingérer et de l'utiliser. Et ensuite, de la même façon, dans l'usage, la perspective ne doit pas transformer la donnée en tant que telle. On doit juste lui donner un contexte, on doit la colorer, on doit éventuellement l'enrichir pour servir le nouvel usage, mais l'idée, c'est bien de se dire, je vais pas la détruire pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Et donc l'objectif en fait de cette centralisation, c'est de devenir, c'était ce que j'avais écrit au tout début, c'est de devenir data-centric. Et data-centric, c'est exactement ce que décrivaient Gilbert et Charles tout à l'heure. Hein, c'est comment est-ce qu'à partir d'un pool d'informations, dont je ne sais pas prédire ni le format, ni la structure, ni le contenu, mais que je suis capable de travailler et finalement de valoriser, comment est-ce qu'à partir de ce pool d'informations, je suis capable de déterminer qu'un consommateur est un consommateur qui m'intéresse, que la relation qu'il est en train de créer avec moi est une relation qui est pertinente, ou au contraire qu'effectivement, compte tenu de l'historique que j'ai avec ce client ou avec ce réseau et la façon dont ils interagissent avec l'ensemble des entreprises, a priori, je peux éventuellement essayer de l'empêcher de nuire, mais en tout cas, ce n'est pas un consommateur vers lequel je souhaite aller. Et donc, du coup, l'idée de devenir data-centric, c'est de se dire, je prends ce qui m'est présenté, et surtout, et ça c'est pour reboucler avec ce que Charles disait, je suis capable de réagir aussi plus rapidement. L'idée, c'est de se dire, j'ai un client qui émet sur un réseau social, qui émet une demande, quelle que soit la demande, hein, avant-vente, vente ou après-vente. Qui est ce client? Donc là, ça rejoint ce que je montrais tout à l'heure. Il faut aussi être capable de réagir, donc il faut savoir qui est ce client, quel est l'historique que j'ai avec lui, qu'est-ce que je lui ai déjà vendu, qu'est-ce qu'il a déjà acheté, comment est-ce qu'il a déjà réagi, etc. Et donc pour faire ça,
En fait, on peut avoir une vision que nous on appelle data hub, qui est de se dire je prends la donnée telle qu'elle, éventuellement je lui applique un certain nombre de nettoyages, parce qu'elle est plus ou moins qualitative, et ensuite je peux y associer justement du contexte, des politiques. Il y a un élément qui est important aussi sur la sécurité, la façon dont je vais diffuser ces informations, et je vais lui appliquer un modèle qu'on appelle sémantique, et c'est là où en fait on devient réellement data-centric, c'est-à-dire que la donnée, elle a un sens, et ici la notion de sémantique c'est le sens, c'est comment est-ce qu'on peut associer cette information à un concept. Et si on fait l'association au concept, après on ne manipule plus que le concept. Et c'est comme ça qu'on s'exonère en fait de la charge de savoir finalement comment est constituée la donnée. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est quel est le concept auquel cette donnée s'associe. Et du coup, dans tous les usages qu'on va avoir, et donc là on peut avoir un concept marketing, un concept vente, un concept après-vente. La donnée source, elle reste la même, et en fait elle est simplement projetée dans le concept. Et pour faire ça, on est dans une approche où la donnée source reste telle qu'elle est, et ensuite on lui associe, on l'enrichit d'une métadonnée qui donne son contexte et les concepts auxquels elle est raccrochée. Alors c'est très rapide, parce que effectivement, le temps est assez court, mais c'est cette idée-là. Et à titre d'exemple, je voulais vous montrer donc ALM, qui est une société américaine qui produit des contenus à destination de la communauté juridique aux États-Unis, et qui s'est posé cette question-là en disant, mais en fait, aujourd'hui, je produis des contenus, je fais des emailings de masse, j'envoie des emailings à 20, 30, 40, 50 000 personnes. J'ai un taux de clic qui est quand même assez faible finalement. Donc comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir une stratégie qui soit meilleure? Et la première chose qu'ils se sont dites, c'est il faudrait que je sache à qui j'envoie du contenu. Comment est-ce que je suis capable d'être plus pertinent dans la façon dont j'approche et aussi dans le canal que j'utilise pour approcher mes clients ou en tout cas ma sphère d'influence. Et donc la première chose qu'ils ont faite, c'est de se dire les informations qu'on a, vous voyez, il y a du transactionnel, donc c'est plutôt traditionnel, il y a du comportemental, il y a du social, il y a du contenu qui leur est propre, il y a d'autres contenus qu'ils intègrent de l'extérieur. Donc comment est-ce que je peux faire en sorte, à partir de ces informations, d'être plus pertinent dans la façon dont je transporte l'information vers mes clients? Et donc ils ont fait en sorte justement de faire un mix entre social, consommation, parce que là en l'occurrence il y a beaucoup de consommation qui se fait à travers des applications mobiles ou des portails, et donc de dire tiens j'ai telle personne qui est venue consommer du contenu, quel est son profil, pour quelle société travaille-t-elle, quel est son réseau aussi, ou quelle est l'influence de son réseau, quelle est son interaction comportementale, sur LinkedIn aussi, enfin voilà, donc ils ont intégré un ensemble de sources, de façon à ce que du coup, derrière, ces informations-là, qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas bougé, puissent avoir des usages très variés, aussi bien pour faire du micro-marketing, ils sont allés sur de la segmentation, ils vont envoyer 50, 100, 200, 300, 500 emails avec un taux de clic qui est 500-600 fois plus élevé, parce qu'ils vont faire la micro-segmentation, mais aussi avoir un site web qui s'adapte en fonction de la personne qui arrive, en fonction du contenu qu'elle consomme, et puis au fur et à mesure développer des usages sur l'analyse prédictive, éventuellement demain peut-être sur l'IA, mais ils ne peuvent le faire que parce que justement l'information qui est consommée ici, elle est devenue conceptuelle et elle s'est complètement détachée du formatage, ou en tout cas de la façon dont elle est arrivée dans le système. Et c'est la clé de l'IA, c'est que pour pouvoir faire de l'IA ou du chatbot ou de façon efficiente, il ne faut pas se poser la question de tiens, quel système détient telle information ou comment est-ce qu'elle est structurée. Je dois répondre à un client, j'ai besoin de 5 concepts, c'est qu'est-ce qu'il a acheté, qui il est, quel est son statut marital et où habite-t-il. En fait, on se pose la question, mais en fait, c'est purement effectivement du conversationnel. Quand on discute avec quelqu'un, c'est cette idée-là. Et donc, en fait, cette approche qui consiste à dire la donnée ou l'information, c'est une information et elle doit être finalement utilisée pour ce qu'elle représente, mise en relief, sans qu'on s'attache à son format, à sa structure. C'est vraiment un élément qui est central pour réussir une stratégie data dans l'approche sociale et au-delà. Voilà, j'en ai fini. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux experts? Alors j'ai moi une question pour Charles. Est-ce que tu peux nous parler un peu du retour d'expérience que tu as eu avec Oui SNCF? Oui, c'est vrai, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais alors c'est vrai que
Oui, SNCF, c'est vraiment un pionnier du conversationnel en France. D'ailleurs, ça avait été aussi un des pionniers du e-commerce tout court, hein, parce que je crois qu'il y a une bonne partie des Français qui ont commencé à acheter en ligne en achetant un billet de train. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose sur le conversationnel. Et d'ailleurs, tant et si bien qu'on a eu l'honneur d'être sur scène à New York il y a un mois pour une sorte de remise de prix sur le conversationnel avec Oui. Finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de connecter tous les points d'entrée, y compris leur site web, puisque vous savez que sur leur site web, ils ont mis quelque chose qu'ils appellent le WeBot. Eh bien, on est en train de streamliner, de concentrer tout ça en un point où effectivement on est capable de mettre des algorithmes qui vont lire, trier et de se dire c'est du ressort d'un humain, c'est pas du ressort d'un humain, ça doit être traité par un bot, pas par un bot. Et puis il y a d'autres bots qui viennent là dans ce hub s'agréger pour pouvoir vendre un ticket, envoyer une réponse fréquente, etc. Et c'est que le début parce que ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a sur le modèle chinois encore quelque chose qui est en train de marcher très très fort. C'est-à-dire qu'on a commencé tous à prendre l'habitude de recevoir son boarding pass en messaging, c'est très très pratique. Une petite question, des notifications sur son vol, c'est très pratique. C'est important pour le travail, mais ne vous y trompez pas. C'est l'école, c'est une sorte d'école pour tous les consommateurs. Et quand ils ont commencé à y prendre goût, ils veulent la même chose dans vos autres secteurs. Voilà. Hein, donc eux, ils sont très très avancés. On travaille aussi avec le groupe Carrefour qui est parti très très fort l'année dernière là-dessus, par exemple aussi, où là on a une logique on va dire des bots de niveau 1 et des bots de niveau 2. Qu'est-ce que c'est qu'un bot de niveau 1? C'est un bot qui accueille. Donc sa fonction, c'est d'aider, comme je le disais tout à l'heure, au triage des demandes des consommateurs, ou bien d'aller fouiller dans les commentaires d'une publicité sur Facebook ou sur Instagram, et d'aller en chercher le lead, le client en souffrance, la question sur un produit, etc. Pour après donc la restituer soit à des humains, soit à ce qu'on appelle dans notre jargon des bots de niveau 2, c'est-à-dire des bots qui vont être un petit peu plus élaborés, qui vont par exemple pouvoir opérer une action dans le système d'information, ou bien des choses plus élaborées en langage naturel, mais dans un périmètre restreint, ce qui permet d'avoir un niveau de service acceptable. Donc c'est de faire collaborer un peu tous ces agents automatiques et non automatiques, et puis d'ouvrir maintenant les points de contact pour finir. En fait, c'est ça peut-être l'idée. Il y a un de nos clients qui dit souvent aussi, j'ai commencé à comprendre que dans cet univers social messaging, il ne faut surtout pas avoir peur d'être au contact du client, parce que de toute façon, il va y arriver. Hein. Donc c'est repousser pour mieux sauter. Non, il vaut mieux se dire, chaque contact, c'est une opportunité. Et si justement je suis en état de traiter la data qui est derrière, de faire un bon mix d'automation et d'humain, on va y arriver. Et c'est pas la peine de se cacher ou de mettre des barrières pour entrer en contact. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si dans vos bases de données vous avez aujourd'hui des ID messaging ou des ID social media de vos clients. Beaucoup de gens à qui je pose la question disent « Ah oui, c'est vrai, zéro ». En fait, vous devez vous poser la question. Dans 5 ans, je dois en avoir logiquement quelque chose comme 50, 60, 70% de mon bassin de clientèle. Donc, il faut s'y mettre maintenant parce que ça va être la clé sans doute très très importante là, pour structurer les données derrière. Voilà. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Quel est le phénomène que les gens ne discutent plus entre eux? Parce que moi, je regarde l'exemple aujourd'hui de tous les supports que vous avez présentés pour utiliser. La personne, je descends par exemple dans mon agence de Marseille. C'est possible que je vais juste discuter dans la journée avec les clients que j'ai mis à Marseille. Pourtant, j'ai jamais autant discuté dans cette journée-là, puisque j'ai passé mon temps sur des réseaux à envoyer des messages. Je ne vais pas parler à mon voisin, par exemple, à côté. Je vais commander mon Uber, j'ai même pas besoin de parler avec le chauffeur. Personne ne s'est même dans la voiture parce qu'on s'écrit des messages, et lui aussi également écrit des messages. Et en gros, moi, l'analyse que je fais aujourd'hui, alors c'est très bien parce qu'on discute tous ensemble, même pour draguer aujourd'hui, on écrit plus que ce qu'on discute par téléphone. On n'ose même pas échanger un
un numéro de téléphone d'ailleurs. Et c'est cette question que je me pose. Je n'ai pas de réponse, hein. Mais aujourd'hui, même dans le business, hein, je veux dire, aujourd'hui dans le business, par exemple, moi je reçois du business par Messenger. Ouais. Mhm. J'en reviens à l'époque, pour ceux qui ont connu, enfin vous avez tous connu certainement, le fameux Microsoft Messenger. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tous enlevé les entreprises à un moment parce que les gens passaient leur temps dessus. Et aujourd'hui, ils remettent ça en place. Alors, je ne me souviens plus avec la nouvelle solution Microsoft, mais on s'aperçoit qu'il y a plus de productivité parce qu'en parlant de Jacqueline dans le bureau d'à côté, en même temps, tiens, est-ce que tu peux me regarder ça, plutôt qu'envoyer un mail de gestion d'une problématique. Aujourd'hui, on est dans un flux constant d'informations qui permet d'être traité. Mais je trouve que ça enlève le côté partage. Et humain, vous voulez dire l'échange vocal pur? L'échange vocal pur, même moi aujourd'hui, je vois des fois, je suis fatigué, j'ai pas envie de répondre à un client. Je lui ai envoyé un message, il va répondre à mon message. Voilà, c'est le sentiment que ça me donne aujourd'hui. Je trouve que la communication aujourd'hui, on arrive mieux à la voir à l'écrit, bien qu'on n'est pas, surtout en France, dans un orthographe parfait ou autre. Donc en plus, on n'est pas des grands écrivains, mais on écrit tous. Et on écrit des fois même très mal. Justement, chose que quand on discute, on ne s'aperçoit pas. C'est ça qui est assez bizarre. Oui, mais c'est un nouveau langage. C'est un nouveau langage, mais voilà, moi ça me fait poser toutes ces questions-là que je viens d'évoquer. C'est que j'ai l'impression qu'on perd totalement la communication vocale. Moi, je vois sur une journée, c'est surtout mes journées en déplacement, je passe mon temps à écrire des messages. Écoutez, je pense que ça serait intéressant. Moi, j'ai suivi, si ça vous intéresse, il y a un MOOC sur le MIT Lab, sur OpenEDX, sur le sujet. Et le professeur au MIT Lab, il s'appelle Pentland. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Social Physics. Il est passionné par ce genre de sujet, mais c'est vrai que c'est difficile parce que finalement, on n'a pas beaucoup de données. C'est une intuition que vous avez. Je pense que je voyais quelqu'un opiner ou pas opiner, justement. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que si tu as une volonté de communiquer, elle ne change pas quel que soit le média en fait. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on est inondé de messages, etc. Mais au final, après, tu le sens. Quoi. Si tu as besoin de régler un truc, tu prends ton téléphone, en 5 secondes, c'est fait. C'est pas grave. Enfin, tu vois, en fait, c'est très variable. C'est bien. Enfin, bon, moi, j'ai des responsabilités de collaborateur. Je veux dire, aujourd'hui, on vient te poser une question par email, alors qu'avant, tu prenais le téléphone, comme vous dites, c'était résolu en 2 secondes. Aujourd'hui, on est dans le message constant. Et moi, par exemple, je suis en train de donner, par exemple, tous mes commerciaux, je leur donne une nouvelle façon de travailler. Si vous ne touchez plus à votre téléphone quand vous conduisez, tu téléphones, mais tu écris plus de messages ou tu consultes plus tes mails. Moi, je le fais aujourd'hui, je consulte mes mails 2 à 3 fois par jour. Et la seule chose, c'est que dans les 72 mails que j'ai reçus dans le créneau où j'ai pas regardé mon mail, mon téléphone, il y en a un, je suis encore en train de me revenir à l'épicerie. Qu'est-ce que je fais? J'en reviens à ça parce que des fois, il y a des questions, des problèmes qui peuvent être résolus en 1/1000 de seconde, juste en pensant à un coup de fil, vas-y, fais ça, c'est bon, et le problème est résolu. Maintenant, tu as un mec qui reste en attente depuis 2 heures, la question ne pourrait pas être résolue par téléphone. Tu m'appelles et je te réponds tout de suite. Tu as soulevé plein de choses en peu de mots. Tu as soulevé la question de la relation client, la question de l'organisation et des rapports à l'intérieur de l'entreprise. Et puis il y a une question culturelle, et puis il y a cette question du dimensionnement de tous les flux de messages qu'on va recevoir. On va en parler pendant les travaux pratiques. Gilbert, tu as un rapport à... Très rapidement pour compléter la réponse. WhatsApp, vous connaissez? La manière d'utiliser WhatsApp maintenant à travers la planète, c'est le message vocal. Je prends WhatsApp, j'écris pas, je parle. Et les gens communiquent verbalement sur WhatsApp plutôt que prendre le temps d'écrire. Donc on a vu les chatbots de première génération, les chatbots de deuxième génération. Maintenant, il y a des chatbots aussi de traduction instantanée en streaming ou en live, en temps réel, sur 180 langues. Donc on est à l'étranger, moi j'ai mes chauffeurs de taxi quand je vais dans certains pays, qui me parlent, même en Égypte, qui me parlent via WhatsApp en traduisant en temps réel leur voix. Ça, je comprends rien à mais ça c'est terrible, mais je reviens sur WhatsApp. Moi qui travaille dans des grandes compagnies aériennes, on revient au talkie-walkie, je veux dire, les mecs ils envoient des messages vocaux, donc c'est le storno quoi. Ouais, bah ok, bon, vas-y, je te réponds comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on fuit l'échange. On a un échange qui est figé, tac, tac, réponse, question, mais il n'y a pas d'interaction immédiate dans une discussion. Et c'est ça qui me dérange vraiment. Je veux dire,
Je prends l'exemple du téléphone et d'il y a encore 5 ans en arrière. On se passe un coup de téléphone, machin et autres. Malheureusement, Charles, tu as oublié de faire ce qu'on s'est dit. Le mail est arrivé. Oh, heureusement, maintenant, la patate chaude, je l'ai écrite. C'est écrit, machin et autres. Donc, on se justifie d'un écrit. Et maintenant, on est en train de s'enfuir de ça. Enfin, franchement, moi j'ai trois garçons qui arrivent à l'âge adulte pratiquement. Pour eux, c'est même pas une question. Enfin, je veux dire, même la dimension de fuite ou pas fuite, c'est-à-dire que on ne se téléphone pas. Ouais. Mais par contre, on va jouer à des jeux vidéo. Tiens, d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ce qui est fascinant, c'est que Tencent, Carrefour, c'est allié à Tencent. Tencent, c'est WeChat, mais c'est aussi d'abord un jeu vidéo qui est planétaire, qui a été une souffrance personnelle pour moi en tant que père, c'est League of Legends. Et en fait, mon fils a utilisé pendant des années ce jeu comme un moyen de communication. Donc c'est vrai que ça nous fait sortir de nos cadres habituels. C'est-à-dire qu'en fait, il parlait énormément à ses copains en live, mais pas au téléphone classique, à travers ce jeu. Donc il était capable de passer, si je ne l'attrapais pas, n'est-ce pas, des heures entières connecté via ce jeu avec les têtes de ses copains sur ce jeu. Et il n'est pas le seul à le faire. Hein. C'est massif. C'est toute une génération qui fait ça. Tant et si bien que je suis intervenu à l'ESSEC la semaine dernière avec quelqu'un qui travaille chez Ubisoft, qui sont en train de revoir tout leur modèle autour de ça. C'est en train de devenir un média de communication, de messaging, de vente, etc. Voilà. Juste pour répondre par rapport à ça, et après je pars plus, parce que j'ai résolu un gros problème justement de communication, moi, avec aussi mes 3 enfants, c'est en mettant un temps dans l'espace. C'est que j'ai tout simplement, comme vous parlez l'exemple de France Télécom, j'ai mis un téléphone fixe à la maison, avec, entre guillemets, le soir on s'appelle pour pouvoir savoir au téléphone, échanger, et j'ai jamais autant discuté avec mes gosses depuis qu'il y a un téléphone fixe, parce que tu fais rien d'autre avec. Mais le téléphone fixe, il revient. Non, mais c'est parce on peut continuer à la pause, mais le fixe, il revient. Et actuellement, ils sont en train de rééquiper les maisons par le fixe. Vous savez comment ça s'appelle? C'est Alexa ou la Google Home. C'est un fixe. Hein. Et d'ailleurs, Alexa, la semaine dernière, a été couplé à Skype. C'est pas de hasard. Si vous interrogez Siri sur votre téléphone aujourd'hui, vous lui dites Skype me ou send a WhatsApp to, elle répond je ne peux pas encore le faire. Ça en dit long, non? Voilà. Merci.